Allez, achevons la bête à moitié morte. Salut tout le monde et bienvenue sur cette seconde partie du Bousoscope consacrée à Indiana Jones 5, intitulée Indiana Jones et le courroux de Mickey, où notre pauvre aventurier se fait un peu malmener, au moins autant que nous, à subir un tel supplice. C'est vrai que, bon, d'un côté, c'est quand même dur de voir notre jeunesse, et notamment un des héros qui a façonné un peu notre amour pour le cinéma hollywoodien, finir en peau de chagrin. La première partie du Bousoscope consacrée au film nous avait effectivement permis de le voir, et hélas, la seconde ne va pas plus corriger le tir, ou essayer effectivement de faire un minimum honneur à notre cher Henry Jones Jr. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous renvoie au lien dans la description. Pour les autres, rappelez-vous, Indy et Bobette, accompagnés de Momo, qui pour l'instant sert à que dalle, mais bon, sait-on jamais, ont terminé leur course-poursuite dans Tanger, où ils essayaient de reprendre la main sur le bout de l'Antititicaria, vous savez, le cadran de la destinée qu'avait créé Archimède, et donc qui se trouvait entre les mains du méchant Hans Bigleux, mais que malheureusement, leur héroïsme n'a pas suffi, l'ennemi en est sorti victorieux, et ennemi qui a décidé de chercher l'autre bout de la machine. Voilà, pendant que Indy, lui, est bloqué à Tanger avec ses deux boulets, à savoir donc une voleuse et magouilleuse recherchée par la police et le mania du secteur, mais en fait, non, t'inquiète, là ils sont tranquilles. Les scénaristes ont fait disparaître tous les méchants poursuivants grâce au concept de ta gueule c'est magique. Et donc une manière de placer au forceps une discussion autour de l'aviation, domaine qui semble passionner Momo, puisque bon, déjà, quand il devait surveiller l'entrée de la vente aux enchères, mais qu'il le faisait mal, il s'amusait avec un simulateur de vol fait à la main. Donc va savoir pourquoi on insiste tellement sur cette passion pour l'aviation de Momo. Mais bon, on est dans un film de merde, sait-on jamais. Mais le plus gros problème pour nos héros, c'est que Hans Bigleux possède les livres que Bob avait écrits sur l'Antititicaria, qu'il a récupérés quand... mais quand et comment il les a récupérés? Bref, comme les scénaristes ne le savent pas eux-mêmes, je vous prierai de ne pas poser la question, voilà. Bref, donc pas grave parce que... J'en ai une copie. De ces calepins, j'ai fait une copie. Où ça? Donc elle a tout mémorisé, et donc l'objectif désormais c'est de trouver la tablette qui permet de trouver l'autre bout de l'Antititicaria, bien avant Hans Bigleux, et pour ce faire il faut... attraper un avion pour la mer Égée, tout comme toi. Et pourquoi j'irai en mer Égée? Mais l'autre insupportable greluche là, elle aimerait bien faire faux bond à Papy Indy encore une fois, on n'est plus à ça près, mais sauf qu'ils vont devoir faire équipe parce que elle sait où trouver la tablette, et Indy lui... J'ai un de mes vieux copains qui vit en Grèce et qui plonge en scaphandre. Bah tiens, non mais c'est quand même bien fait, Ils ont besoin d'une équipe de plongeurs, et Indy, il connaît un expert, et en plus pile aux abords du secteur où ils doivent plonger. Ah non mais le bol ça s'improvise pas, Que ça te plaise ou non, tu as besoin de moi, Elena, et tu le sais. Une fois arrivé à destination, donc en Grèce, aux abords de la mer Égée, Indy retrouve son copain marin, qui s'appelle donc Antonio Banderas, et qui est donc bien content qu'on lui propose du travail. Oui, ça s'applique autant au personnage qu'à l'acteur. Et donc, on est parti pour rejoindre le lieu où se trouverait la tablette. Et alors, en gros, ce qu'on apprend, c'est que Bob lui-même a appris, on sait trop comment d'ailleurs, que le premier morceau du cadran avait été autrefois récupéré d'une galère romaine qui avait coulé là, justement, où il se dirige, mais que l'autre moitié se trouverait dans une autre partie du fameux navire romain, mais qui aurait coulé dans une fosse beaucoup plus profonde et autrefois inaccessible sans équipement spécifique. Mais un fait troublant interpelle Indy dans tout ça, c'est que, selon les études de Bob, il y a une date qui revient quand même assez souvent sur le tapis. Le 20 août 1969, c'est dans 3 jours. Et le même jour en 1939. Effectivement, c'est troublant. Tu crois pas que le cadran aurait des pouvoirs magiques? Je ne crois pas à la magie. Non, bon, c'est vrai, comme on l'a déjà vu dans la première partie, pas de raison d'y croire, au vu de ton CV sur 4 films. Ce 5e opus chie littéralement sur l'intégralité de la saga quand même. Faut le faire. Et après, t'as pourtant Disney qui prétend savoir ce qu'il faut faire pour faire un bon film. Mais les mecs, vous méritez 100 fois votre flop au box-office, sérieux. J'en ai vu des choses moi aussi. La seule qui vaut la peine de croire en elle,
C'est le cash. Oh là là, mais vous en avez pas marre de la rendre détestable encore et toujours plus? D'ailleurs, ça exaspère tellement Indy qu'il partirait bien se coucher, si ce n'est que Bobette va poser la question ultime. Tu ferais quoi si tu pouvais remonter le temps? Je convaincrai mon fils de ne pas s'enrôler. Donc oui, parce que du coup, comme le fils d'Indy était particulièrement insupportable dans le film précédent, Il y a des aliens dans le véhicule! Disney s'est dit que ce serait mieux de ne pas l'intégrer. Mais à la place, on nous a collé Bobette, hein, va comprendre la logique. Et donc, pour se débarrasser du personnage du fils d'Indy, on t'explique que en fait, il est entré dans l'armée et qu'il est mort pendant la guerre du Vietnam, effectivement, et que depuis, Marion pète des plombs, que Indy sait pas la consoler, au point que carrément elle a demandé le divorce. Donc voilà comment torcher le truc au détour d'une conversation de 1 minute. Voilà, c'est génial, hein. Ah, c'était l'instant émotion du film, hein, sur presque 3 heures. 1 minute. Bref, le lendemain, on se prépare pour plonger, Antonio Banderas prévenant quand même de faire attention notamment aux murènes, parce que une fois que ça te mord, ça te lâche pas. Donc retenez bien ça, hein. Sachant quand même que, à l'époque, effectivement, les scaphandriers, ils respiraient par le biais d'un tuyau raccordé à la surface. Donc, sachant que Indy vient, évidemment, hein, parce que bon, voilà, ils sont une équipe de plongeurs professionnels, et puis bon, d'un côté, tu t'improvises pas scaphandrier comme ça, hein, même physiquement parlant, mais le vioc, là, du haut de ses 70 piges, non, t'inquiète, ça passe. On y va, mes camarades. Une fois dans le fond de l'eau, ils trouvent ce qu'ils cherchent, mais... Ah bah tiens, des murènes par dizaines, donc ils se mettent à les attaquer, hein, mais par chance... Eh oui, elles venaient tout juste de finir leur petit déjeuner, donc ça va, hein, elles ont pas... Enfin, je n'ai pas d'autre explication concernant le fait qu'il n'y en a aucune qui l'est mort. Bref, tout le monde se sort de cette infestation, mais à la surface... Donc oui, Hans Bigle se pointe avec ses gus et prend d'assaut le bateau d'Antonio Banderas, en se disant que, tiens, et si on coupait le tuyau d'arrivée d'air à un des plongeurs comme ça pour le fun, histoire de voir ce que ça fait. Du coup, on a tout de suite très peur de savoir qui de Indy, Bobette, Antonio Banderas ou Jean-Michel Personne, qui n'a pas eu droit à une seule ligne de dialogue de tout le film, hein, va se retrouver privé d'air pur. C'est compliqué, mais c'est compliqué! On espère Bobette très fort, on espère Bobette très fort! Eh ben non, c'est Jean-Michel Personne, hein, quelle surprise! Bon, accessoirement, pourquoi tu es un mec sous l'eau qui de toute façon est voué à remonter avec ce que tu es venu chercher? Et puis c'est d'autant plus con, de la part de l'ennemi, que si tu fais savoir en tuant un plongeur que tu viens récupérer la tablette, moi, qui suis dans le fond de l'eau, je te la replanque sous un rocher 20 mètres plus loin, quoi. Et après, derrière, vas-y Hans, démerde-toi. Mais par chance pour Hans, les héros remontent avec la tablette quand même, hein, parce que bon, ils sont sympas. Hein. Une fois au chaud et au sec, tout le monde s'assoit pour étudier l'objet. Le problème, c'est qu'en fait, il y figure un codage pour en comprendre les inscriptions que, malheureusement, Hans, il connaît pas. Voilà. Sauf que Indy et Bobette, eux, ils connaissent justement ce codage. Non mais vous vous rendez compte, c'est quand même une chance, hein, qu'il ait fait couper l'arrivée d'oxygène de Jean-Michel Personne, et uniquement lui, et pas par exemple de Indy et Bobette, hein. Et ouais, parce que sinon, Hans aurait été dans la merde, et puis ça aurait bloqué le scénario. D'ailleurs, Hans, vu que tu essaies toujours d'avoir une longueur d'avance sur les héros, ouais, mais t'aurais fait comment, du coup, si Indy et Bobette avaient pas été là, déjà, de base, même avant de les tuer, tu vois? Comment t'aurais fait s'ils avaient pas été là? Bref. Veuillez me le traduire. Et à cela, Indy de répondre... Va te faire cuire le cul. Ce qui vaut à Antonio Banderas, qui traînait dans le coin, de se faire buter parce que, bon, voilà, il a suffisamment eu de temps de présence dans le film pour payer ses impôts, hein, ça y est. Non, mais de se dire qu'un acteur de la trempe d'Antonio Banderas en soit désormais à ce genre de figuration foireuse pour pouvoir passer au cinoche, c'est moche, quoi. Bon, par contre, c'est Jean-Michel Gachette qui est complètement dégoûté parce que, c'est pas lui qui a tiré le coup de feu, hein. Ah ça commence à le démanger, lui, hein. Ça fait un moment qu'il a buté personne. La dernière, c'est Janine. Mais bon, voilà.
Il a pas son petit meurtre par jour, ça va pas. Du coup, face à la menace ennemie... Je vais le faire. Mais attention, hein, en l'échange de 100 000, bah oui, hein, Bobette reste Bobette. Mais sinon, ça se passe comment dans ta tête quand tu fais cette proposition à des mecs qui butent tout le monde quand ça leur pose problème, hein? Tu crois vraiment que le gars, qui est quand même un ancien Gus à la solde d'Adolphe, une fois que tu lui auras dit ce qu'il veut savoir, il va te laisser en vie avec le risque que tu compromettes ses plans par la suite? Et en plus, avec un gros chèque en retour, quoique, on est dans un film de merde, hein. Et ben vous savez quoi? Ça manque pas. Marché conclu. Le mec, il la paye, dites donc, et en diamant en plus. Non mais l'art de faire un méchant sans scrupule n'est quand même réglo, hein. Bienvenue au Bousoscope. Et quand je pense que j'étais pas sûr que ce film aurait mérité de passer dans la rubrique quand même. T'as raison. C'est pas très malin. Bref, et donc, ce que nous apprend la tablette, c'est une position bien spécifique. Ceci doit conduire à sa tombe. La tombe d'Archimède. Mais attends, Archimède aurait lui-même écrit où il était enterré? Y a pas un truc qui cloche dans votre cirque? Mais attendez! Si vous pensez que c'est con, y a pire! Eh oui, parce qu'ils sont capables, en plus, de s'emmêler les pinceaux dans leur propre truc, vous verrez. Ah si, le film le peut. Et donc le déchiffrage permet d'en déduire que... L'entrée de la tombe est près de l'école de mathématiques, dans les ruines de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Oui, mais ce que Hans et ses copains avaient pas remarqué, c'est que... Ah, ça y est, ils ont enfin décidé de rendre Bobette gentille. Wouh, c'est bien, au bout de 1h30 après nous l'avoir fait passer pour la pire des garces. Ce qui permet à nos héros de s'enfuir avec le bateau de Hans, avec en plus une bonne longueur d'avance, dans le sens où le bateau de Hans est plus rapide, tandis que celui d'Antonio Banderas, alors non seulement il est lent, mais en plus il doit marcher beaucoup moins bien, avec une dynamique qui a pété dans la cale, hein. Et nos héros de tracé. Alors quand je dis nos héros, c'est évidemment Indy, Bobette et Momo, hein, qui est toujours là, donc servant à rien jusqu'à présent, mais pourquoi est-il encore dans leurs pattes? Je vous le dis, ça cache quelque chose. Bref, et pour le coup, Bobette a été plutôt maligne parce que... La tombe n'est pas à Alexandrie. Elle a donc orienté Hans sur une mauvaise piste, mais plus surprenant encore, quand Indy prend la tablette dans ses mains... Je le trouve lourd. Trop lourd d'ailleurs. Du coup, il décide d'y foutre le feu, et ah bah ça dites donc, un truc en or, totalement antique. Donc bah forcément Bobette, qui reste Bobette malgré son acte héroïque, a déjà dans l'idée de le revendre pour faire du blé, hein. Parce que bah oui, hein, la Switch 2 va pas s'acheter toute seule, hein. Ah bah elle est née juste avant la honte et l'absence de scrupules, hein. Non mais c'est quand même fou de se dire que la meuf, elle est encore obnubilée par l'oseille alors qu'elle a une poignée de diamants dans sa poche qui va bien au-delà de toutes les sommes qu'elle revendiquait jusqu'à présent dans le film. Bref, Indy déchiffre la tablette en or et on y découvre que finalement la tombe d'Archimède, elle est... La grotte de Dionysos. Et c'est où ça? En Sicile. Donc cap vers la Sicile, tandis que Hans, grâce à ses super jumelles qui lui permettent de les épier même à 10-20 km de distance, c'est fabuleux la technologie des années 60, hein. Donc Hans comprenant donc que... Ils vont vers l'ouest, pas vers l'est. Oui alors bon, l'ouest, hein... Une fois à destination, nos héros attendent que le soir tombe pour aller dans la fameuse grotte et pendant une promenade, Momo de découvrir que... Ah bon? Mais donc Hans, comme on l'a vu tout à l'heure, il a vu que les héros partaient à l'ouest, ok, mais que bon, l'ouest c'est un peu vague comme notion géographique, tu crois pas? Et le mec il se retrouve dans le même pays, la même ville, et le même pâté de maison que... C'est quand même fou le hasard, non? Du coup, hop, Momo se fait kidnapper, et en plus devant les yeux de Indy... Mais mec, t'as 70 piges et c'est à peine si tu dois pas ramasser tes chevilles dans ta course, et là derrière tu veux rattraper une voiture à pied? Un peu de sérieux quoi. Du coup Indy et Bobette piquent une bagnole et sont bien décidés à aller à la grotte avant que Hans ne mette la main sur l'autre partie de leur titicaria. Mais comment faire hein, justement quand l'ennemi a de l'avance sur toi? Par le pouvoir absolu des scénarios de merde. Et paf, Indy et Bobette arrivent avant Hans sur les lieux, c'est pas génial.
Bref, une fois dans la grotte, Faut faire du bruit pour trouver où ça résonne le plus. et là, dites-vous que je vous épargne le moment le plus insupportable du film, où tu vas bouffer de l'écho pendant 30 secondes avec la voix insupportable de Bobette. Non mais vous imaginez déjà qu'une seule, c'est horrible à entendre, mais alors plusieurs à répétition, ah bah tenez, la preuve. Eh va me foutre en l'air. Eh va me foutre en l'air. Bon bah au final je vous ai pas épargné, hein, désolé. Eh oui, mais c'est un petit peu ça aussi le bousoscope, hein, vous apprendre à comprendre la souffrance qui a été la mienne avec tous ces films. Bref, donc il trouve le bon endroit, donc on escalade jusqu'à l'entrée qui se trouve à peu près 10 mètres plus haut, mais ça va, hein, à 70 piges ça passe. Hein. Pendant tout ce temps, parce que bon, ça fait bien 10 minutes que Indy et Bobette sont sur les lieux, Hans et sa bande, eux, alors qu'ils étaient pourtant partis devant, viennent tout juste d'arriver, hein. Mais bon, ils ont dû peut-être tomber sur un petit vendeur ambulant de vin de Syracuse en chemin, hein. Donc bon, effectivement, on n'allait pas se priver quand même d'une petite dégustation tout de même. Bah là-dessus non plus, je suis désolé, hein, mais j'ai pas d'autre explication quant à leur retard, hein. Même au-delà de l'invocation du pouvoir des scénarios de merde. Ah oui, alors bien sûr, comme tout bon film de merde, faut savoir que tout le monde parle la même langue depuis le début du film, surtout quand il y en a besoin. Voilà, que tu ailles au Maroc, en Sicile, aux USA, que tu sois allemand en 44, hein, si le film a besoin, paf, c'est bon, tu parles ricain. Tu te demandes limite si le film devrait pas plutôt s'appeler Indiana Jones et le débunkage du mythe de la tour de Babel, quoi. Bref, une fois dans la grotte, Hans et sa bande cherchent la route à suivre. Ils sont passés par là. Ah bon? Mais alors, tu nous expliques comment tu le sais, ça? Dans le sens où faut avoir vu et lu la tablette en or pour en comprendre toutes les subtilités et donc le chemin à suivre. Et que c'est pas ton cas, justement. Tu l'as jamais vu, cette tablette en or. Non, parce que bon, et puis c'est pas avec le peu de détails que connaît Momo que ça va suffire à leur indiquer la route précise à suivre. Enfin bon, hein, on parle de Hans, hein, venant d'un mec qui, en déduisant que les héros partaient à l'ouest, a fini exactement au même endroit qu'eux, on n'est plus à ça après en termes de facilité. Bref, il sait, voilà. Donc on n'a qu'à dire que c'est grâce à l'odeur du scénarium de la tablette. Hein. Oui, parce que le scénarium a une odeur très forte. Hein. Ah non, ça sent pas la rose. Hein. Non, ça se rapproche plutôt de l'étron fumant, effectivement. Eh mais ça sent la merde, ça. Pour les héros, c'est pas trop la gaieté, en revanche. Jusqu'à leur arrivée à une salle mystérieuse où, alors il faut trouver un passage secret, du coup Indy tire la chasse d'eau. Sacrée chasse d'eau, hein, sûrement pour les grosses commissions. Je vous déconseille d'entrer dans les chiottes. Pendant ce temps, Momo, toujours entre les mains de Hans et sa bande, parvient quand même à se faire la malle. Alors bon, ce qui implique quand même de passer par l'eau, faire de l'apnée et ensuite nager, ce qui est quand même pas mal hein, pour quelqu'un qui, un petit peu plus tôt dans le film, prétextait ne pas savoir nager. Ouais, ça me rappelle un peu Star Wars épisode 8, vous savez, où Marisou Skywalker, dans une grotte, elle se met à nager alors qu'en fait, elle a passé toute sa vie dans un désert. Ah bah finalement, il n'y a pas de surprise à ce que ces deux films soient dans le bousoscope. Hein. Du côté de nos héros, c'est jackpot. Le tombeau d'Archimède. Donc ça confirme bien que Archimède a conçu lui-même une tablette qui indique où il est mort, mais surtout le plus important, une fois qu'ils ouvrent le tombeau, c'est que entre ses bras se trouve l'autre bout de l'Antikythera. Mais fait encore plus troublant, et oui c'est possible, c'est que sur son tombeau, il y a une sculpture d'un phénix avec des hélices. Et en plus, que le squelette d'Archimède a une montre au poignet, alors que ça n'existait pas du temps d'Archimède justement. Donc oui, Archimède a utilisé le cadran. ce qui expliquerait potentiellement comment le mec a pu décrire la position de son propre tombeau, peut-être par le biais du voyage temporel. Donc ça corrigerait peut-être des invraisemblances. Mais bon, on n'est pas rendu à la fin. D'ici là, ils peuvent encore se contredire. On est sur un film de merde, je tiens quand même à le rappeler, hein, et qui en plus traite du voyage dans le temps. Donc double risque. Donc gardons tous ces éléments à l'esprit parce qu'on risque de devoir en reparler incessamment sous peu. Manque de bol, Hans et ses potes arrivent pour faire la razzia du bout manquant. Du coup, ils les assemblent. L'histoire vit à un moment crucial. Son dernier.
Heureusement, Momo, qui traînait dans le coin, arrive et fout la merdouille, mais Indy oublie qu'il fait un petit peu face aussi à Jean-Michel Gachette, voilà, qui est un petit peu à la bourre dans son décompte de mort. Mais comme Hans est un mauvais méchant dans un film pourri... Emmenez-le. Bah oui, parce que sinon, si ça avait pas été le cas, il l'aurait laissé crever et le film serait fini. Donc non, il préfère emmener Indy avec lui pour lui montrer justement ce qu'il cherche à faire depuis le début. Hans, il pourrait devenir un mauvais méchant dans un sous James Bond, tu sais. Bon, c'est d'autant plus ironique quand on sait que l'acteur Mads Mikkelsen a été un méchant justement dans un James Bond. Mais un bon en revanche. Elena, viens! On peut pas le laisser tomber, je sais, viens avec moi! Ah bon, tu t'es trouvé une conscience de derrière les fagots, toi. Bref, pendant que Bobette poursuit les méchants, accompagné de Momo, parce que tu comprends, c'est tellement plus cool de faire risquer sa vie à un gamin toutes les 5 minutes, face à des hommes armés qui tuent à tour de bras dans tes propres mésaventures, hein. Hans, lui, il calcule, grâce à l'antititicaria, le point d'entrée temporel qu'il cherche, la machine lui révélant ainsi des coordonnées. Vous comptez tuer qui pour gagner votre guerre? Et l'objectif de Hans est très clair, oui, parce que, comme tout mauvais méchant, il explique son plan à son adversaire plutôt que de l'éliminer. Quel genre de nazi assassine le Führer? Un nazi qui croit à la victoire, professeur Jones. Donc corriger ce qu'il considère comme des bourdes d'Adolf et qui ont fait perdre la guerre à l'Allemagne, pour que cette fois-ci, elle sorte victorieuse de sa propre main, quoi. Bref, une fois à l'aérodrome du coin et que Hans s'est changé, on embarque donc Indy à bord d'un avion allemand, sous le sigle de la Croix gammée. Ah bon, ouais, non mais, parce que bon, à la base, Hans, il savait pas qu'il fallait se rendre en Sicile. Donc tu m'expliques comment il a fait pour prévoir son coup et avoir un avion allemand déguisé en conséquence? Ta gueule, c'est magique! Bref, Bobette et Momo viennent aussi d'arriver sur les lieux, et là, attention, car oui, vous savez Momo, le gamin qu'on trimballe partout, comme un boulet et qui sert à rien depuis le début, alors que si t'avais un peu de conscience morale, bah justement tu ferais en sorte d'éviter de lui risquer sa vie. Donc Momo, qui s'exerçait notamment sur un flight simulator, fait avec des boîtes de conserve et qui pose des questions sur l'aviation qui sortent de nulle part. Vous le voyez venir, hein? Dans un aérodrome? Non? Allez, et là? Tu saurais faire voler un de ces trucs? Ouais. Et prends cette facilité scénaristique dans la tronche, spectateur. Du coup, bon, comme il a jamais rien piloté en vrai dans sa vie, et bah du coup il y va quand même, voilà. Pendant que Bobette, elle se met à courser l'avion ennemi avec sa bécane. Tandis que Momo, lui, atteint d'un seul coup du syndrome Ray-Marisou Skywalker qui, bon, au-delà de lui permettre de se retrouver à l'aise dans l'eau quand t'as jamais nagé de ta vie, eh bien fait décoller un avion. Et alors, attention, hein, dans des conditions météo épouvantables, s'il vous plaît, hein, parce que bah, sinon, c'est beaucoup trop facile. Hein. Une fois en l'air, l'antititicaria indique la route à suivre et... révélant ainsi un trou de balle de lumière, dites donc, pendant que Indy, bon, que les scénaristes avaient oublié d'ailleurs qu'il était mortellement blessé, mais bon, c'est pas grave, hein, lui, en fait, a un truc qui lui vient en tête d'un seul coup. Ça a fait boum là-dedans. Et quoi est-ce que c'est que c'est-il donc? La dérive des continents, mais oui. Et oui, ça, alors c'est peut-être le seul truc intelligent du film. Prenez bien ça en compte. Hein. D'ailleurs, tu te demandes comment le scénariste a pu prendre en considération un tel détail, mais se foutre de tout le reste à un niveau stratosphérique. Car oui, à l'époque d'Archimède, effectivement, la dérive des continents, on n'y pensait pas encore. Vos coordonnées reposent sur des repères qui se sont déplacés pendant 2000 ans. Et alors que les paroles d'Indy font sens, Jean-Michel Gachette, à qui on n'a rien demandé, décide de faire taire notre héros parce que, bah on sait pas. Vous allez peut-être tomber à 10 degrés du point. Bah sûrement que d'un côté ça le démange, hein. En même temps ça fait près de 10 minutes qu'il a buté personne. Hein. Sauf que Hans, lui, alors des fois ça lui arrive de pas être très con, hein, parfois. Et donc en réfléchissant, il se dit que, bah ouais, effectivement, ils vont pas finir au bon endroit, ou dans la bonne époque. Mais on garde le cap quand même, hein. On traverse l'anus du temps et... C'est la Sicile, en 1939.
celui-ci. Ah bon, mais on vient de t'expliquer qu'il y a une variable inéluctable qui fausse tous tes calculs, et d'un coup, t'as tout oublié. Et puis c'est pas comme si, en fait, en dessous, il y a ça. Oui, effectivement, ça ressemble pas trop à des bateaux de 1939, ça. Hein. Puisqu'il tombe en plein siège de Syracuse, donc 200 ans avant Jésus-Christ. Du coup, comme ça catapulte dans tous les sens, bah, Hans et ses potes se disent que le mieux c'est... Ben non, c'est de voler à très basse altitude. Hein. Je vous jure, mais ils sont cons là-dedans. Il n'y en a pas un seul pour rattraper l'autre. Du coup, bah oui, l'avion allemand, il est pris pour cible par les galères romaines. Mais t'inquiète, hein, pas l'avion de Momo, hein. Non, lui ça va. Du coup, Hans, face à son fiasco spectaculaire, se dit que le mieux serait de rebrousser chemin et retourner en 69. Et... ah non, pardon. Ça, ce serait la logique d'un méchant qui réfléchit correctement. Donc non, eux, ils vont plutôt faire des ronds dans le ciel hein, pour amuser les Romains et faire du spectaculaire complètement débile. Pendant ce temps, sur le plancher des vaches, eh bien, on va faire la connaissance d'Archimède. Car oui, c'est quand même fou de se dire que à cause de la dérive des continents, ça fausse les calculs, mais de temps, mais pas les calculs géographiques. Logiquement, ça aurait plutôt dû être l'inverse. Oui, mais bon, ça aidait pas le scénario. Et donc, coup de bol quand même que ces erreurs de calcul aient permis finalement de tomber pile à l'époque d'Archimède. Hein. Et donc bref, notre scientifique de l'ancien temps, de comprendre au vu du spectacle avec des engins modernes qui volent et qui n'ont rien à foutre à cette époque que son Antikythera qu'il est actuellement en train de construire en 200 avant Jésus-Christ, que tout ça est à l'origine de ce qu'il est en train de voir. Bref, face aux attaques, l'avion allemand décide de riposter avec les mecs qui ouvrent la porte et tirent au pistolet 10 coups sur des caravelles remplies d'hommes. Hein. Ah bah je ne doute pas que ça va être rudement efficace. Hein. Non, parce que bon, on veut toujours pas prendre de la hauteur ou éventuellement sortir carrément du périmètre de guerre. Hein. Mais bon, t'inquiète, hein, l'avion devrait pas finir en miettes pour autant. En tout cas, pas tant que Indy est dedans. Ah bah niveau suspense, on repassera. Hein. Bref, dans l'avion qui fait justement des ronds dans le ciel, c'est un vrai bordel que je vous ne décrirai pas, jusqu'à ce que Bobette vienne à la rescousse. Donnez-moi le parachute. Ah, tu fais moins le malin, là, Hans, hein. Et Indy profitant d'un parachute pour... Non, mais tu pouvais laisser Bobette, quoi. Pendant que Jean-Michel Gachette, frustré de ne pas avoir distribué la mort depuis au moins 20 minutes, a trouvé une mitrailleuse qui traînait justement dans le fond de l'avion pour compenser son retard en dézinguant du romain à tout va, mais malheureusement... Allez hop, fin du game. Ouais, enfin bon, je tiens quand même à rappeler que, grâce à la magie des scénarios de merde, Hans, il a survécu à un accident mortel de train en début de film, hein, mais bon. Archimède, lui, il se rend sur les lieux du crash et découvre un avion en flammes, tel un phénix avec des hélices, hein, voilà, ça vous rappelle quelque chose? Et pendant qu'il contemple le cadavre de Hans, donc voilà, cette fois c'est bon, ça y est, il est mort, hein, arborant une montre au poignet que Archimède lui chourave, parce qu'en vrai, on le savait pas, mais Archimède, c'est un gros rabouin. Et donc, à la vue de tout cela, effectivement, on se souvient du moment de la découverte de son tombeau, où on se disait que peut-être finalement, s'il avait une montre, c'est que lui-même avait utilisé sa machine, et que ça donnait d'autant plus de sens qu'il a créé une tablette indiquant la position de son tombeau, parce qu'il savait peut-être lui-même où il avait été enterré grâce à un voyage dans le temps. Et que du coup, il n'y avait pas vraiment d'invraisemblance. Sauf qu'au vu du contexte actuel, tu comprends qu'en fait, il a jamais voyagé dans le temps, Archie. D'autant que pour traverser les failles temporelles, qui se trouvent quand même dans le ciel à plusieurs milliers de pieds, c'est pas en 200 avant Jésus-Christ que tu avais la technologie pour les rejoindre, justement, ces trous. Donc ok, ça fait sens de nous faire comprendre que oui, il n'y a jamais eu de voyage temporel de la part de Archimède. Eh oui, mais alors dans ce cas, comment il a su où est-ce qu'il était enterré? Oui, ça n'a pas de sens. Donc je vous avais dit qu'on y reviendrait, et qu'il y avait des chances pour que le film se plante sur quelque chose à vouloir jouer avec la notion de voyage dans le temps. C'était inéluctable. C'est le putain de gravier dans l'engrenage d'une montre. Bref, dans la découverte de la situation impliquant une rencontre outre-temps, Archimède découvre aussi l'Antikythera, qu'il est pourtant en train de construire, mais sauf que ici elle est complète.
Voilà, c'est bon, vous l'avez placé au forceps, hein, votre Eureka, vous êtes content. Pendant ce temps, Indy et Bobette viennent de toucher le sol, et devant un tel spectacle, Indy est fasciné, bon, en même temps, il a fait de sa vie l'étude des antiquités et de ses périodes, et là, il le vit carrément en direct. Moi, je reste. Non, t'es pas sérieux. Mais sauf que Bobette, avec sa bonne conscience de derrière les fagots, eh ben, elle refuse, hein. Pendant ce temps... J'ai réussi! Bravo, Teddy! T'es un crack! Oui, un Momo qui, rappelez-vous, avait emprunté le tunnel temporel lui aussi, hein, savait à peine piloter, et bah là il vient de se poser. Mais là on s'interroge quand même, dans le sens où bon, faire décoller un avion, c'est encore faisable. Mais le poser, c'est pas la même limonade. Donc tu nous expliques? Eh bien grâce à la magie des scénarios de merde, il faut savoir que à l'arrière de l'avion dormait le pilote. C'est fou quand même, hein. Bon après ça nous explique pas comment lui aussi aurait pu poser l'avion, au mieux sur un chemin rocailleux, pas droit ni plat, hein, parce que je rappelle qu'on est en 200 avant Jésus-Christ, donc les routes c'est pas pour tout de suite, donc une piste d'envol encore moins quoi. Bref, et alors que l'un des chefs romains se pointe pour passer nos héros par le fil de son schlass... Voilà, laisse-nous tranquille, toi. Et donc, bah, c'est Archimède qui se pointe, et donc Indy de taper la discute avec lui en vieux latin, parce que bah, là, par contre, hein, on parle pas tous la même langue, et donc d'expliquer aux sages d'où ils viennent, et là... Donc là, nos héros du futur comprennent que, en vrai, le concept de l'Antikythera, servant soi-disant à voyager dans le temps à travers plusieurs époques, ben en vrai c'est une grosse douille le truc quoi, et que Archimède, il l'a conçu uniquement pour que ça amène des gens du futur jusqu'ici pour l'aider dans la guerre contre les Romains. Ouais ok, mais ne sachant pas quelle sera la mentalité des gens du futur, à quel moment tu penses qu'ils viendraient t'aider toi et pas les Romains? Ou encore, qu'une machine qui, par le biais des voyages temporels, changerait le cours de l'histoire, pourrait la transformer en bien pire encore. Mais que ça, bizarrement, tu n'y aurais pas réfléchi, quoi. Donc bravo, hein, voilà, un film Indiana Jones qui vient de faire passer un génie de l'humanité tel que Archimède pour une andouille, voilà, qui voit pas plus loin que le bout de son tarin, c'est extraordinaire. Mais vous savez ce qu'il est encore plus? La manière dont le film va débloquer toute cette situation. Parce que bah oui, d'un côté, t'as Papy qui veut rester parce que bah tu te rends compte, c'est trop bien ici, une petite retraite à Syracuse en pleine période de guerre, hein, qui n'en rêverait pas? Et Bobette, elle, qui veut pas parce que bah maintenant elle est devenue une gentille fifi, du coup... Je sais ce que je dois faire. Moi aussi. Ok, et donc, eh bien là, à l'issue de ce point dans la tronche, mais what? Donc oui, Indy se réveille dans son appart miteux de New York en pyjama. Donc en gros, il s'est pris un bourre-pif, il est tombé dans les pommes et basta. Voilà. C'est comme ça que ça se termine. Mais enfin, je sais pas, il est où l'héroïsme ultime d'Indiana Jones, quoi? Le film se termine avec un héros qui se réveille chez lui après avoir été mis KO et c'est tout. Pareil, comment est-ce qu'ils sont rentrés? Bah oui, parce que bon, faire redécoller l'avion sur de la caillasse, c'est tout. Parce que je le rappelle encore une fois, mais on est en 200 avant Jésus-Christ. Trouve-moi une route qui peut servir de piste d'envol. Non mais on a vraiment l'impression que les scénaristes, ils savaient pas comment boucler le truc. Donc ils se sont dit, tiens, on a qu'à faire en sorte que les héros, ils soient inconscients, pardon. Et puis on saute à la scène suivante. Voilà, comme ça. Mais vraiment, je vous jure que la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Il manque un bout du film, quoi. Là. Bref, c'est débile à souhait. Bonjour, parrain. Et pendant que Bobette est devenue raisonnée et presque une bonne personne, Indy, lui, il est devenu idiot. T'aurais dû me laisser là-bas. Je pouvais pas. Expliquant une notion de base du voyage temporel. Eh bien, parce que déjà, tu aurais changé le cours de l'histoire. Alors après, ça dépend de quelles règles du voyage dans le temps tu appliques pour ton film. Mais le problème, c'est que ce film, il n'en applique pas véritablement une, il en respecte aucune même. Il applique son propre discours sur le sujet, mais qui n'a ni queue ni tête, et qui suit justement les besoins de son scénario, mais les besoins d'un scénario éclaté. Et puis de toute façon, ce que d'ailleurs les scénaristes ont oublié, ils ont déjà changé le cours de l'histoire. Eh oui, ils sont intervenus en 200 avant Jésus-Christ.
Rien qu'à travers leur présence à cette époque-là, et sachant qu'en plus, ils ont quand même laissé l'épave d'un avion allemand et des cadavres avec des armes à feu, vous allez pas me faire croire qu'un tel truc, ça n'a eu aucun impact sur le monde à travers plus de 2000 ans. C'est débile, mais vraiment quoi. Heureusement, Bobette a un motif beaucoup plus simple et tangible pour expliquer la place de Indy à cette époque. Ta vraie place est ici. Et pour l'en convaincre davantage, elle a fait venir Marion, qui du coup a décidé de plus divorcer. Pouf, c'est magique, hein. Et donc bref, du coup, tout le monde fout le camp, histoire que les deux puissent régler leurs petites affaires, potentiellement sous la couette, hein. Bon, ceci étant, ça va être à la condition que papy peut encore se tenir au garde à vous. Oui, parce que bon, il peut même pas compter sur l'antitidicaria pour aller dans le futur et acheter une boîte de Viagra. Eh oui, puisque l'antitidicaria, c'est une grosse arnaque. Tout ça pour que, à la fin, on te montre ça. Ok, et donc on doit comprendre quoi? Que Marion, elle aime bien que tu portes ton chapeau d'aventurier quand tu dois explorer sa caverne? Ou qu'en vrai, t'as décidé de foutre le camp parce que juste après lui avoir roulé une galoche, elle t'a demandé de passer l'aspirateur? Ou peut-être que justement Indiana Jones n'en a pas encore fini et que il faudrait par ce message qu'on s'attende à un retour d'un Indiana Jones de 80 ans joué par un Harrison Ford de 90 balais, hein, qui va partir à l'aventure en chaise roulante et en portant des couches, hein. Indiana Jones est le secret de la continence éternelle. Bref, fin. Ce film. Oh, en même temps, comme je le disais, le voyage dans le temps, quoi. On l'a déjà vu pas mal de fois, cette thématique au Bousoscope, c'est pas anodin. Mais ça te ferait presque regretter Indiana Jones et les petits hommes verts, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que, pour ce film, il y a quand même eu plusieurs scénaristes, et pourtant pas des manches, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Voilà, bon, on sait que la production n'a pas été des plus simples, il y a même eu carrément des moments de chaos, mais quand même. Bref, un flop qui évidemment a asséné un coup de grâce radical derrière la nuque de la franchise de faire quoi que ce soit derrière, comme quoi finalement ce film a peut-être un petit peu de bon, hein, sauf que pourtant, là où Disney a été très con, c'est que l'épisode 4 l'avait déjà fait avant, quoi. Mais voilà, dommage encore une fois, hein, qu'une franchise ne puisse pas mourir de sa belle mort, mais qu'il faille qu'elle le soit par la main de studios qui la piétineront. Enfin bref, voilà, Indiana Jones est mort, vive Indiana Jones. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo pour me dire un petit peu ce que vous pensez par rapport à ce film. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire votre petit classement de tous les épisodes d'Indiana Jones. Je ne doute pas un instant que celui-ci pourra figurer en tête justement de votre classement, hein. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser des petits coms. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye.